Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. En vous éloignant du soleil de l'Italie, vous êtes parvenu à construire une vie sans nuages. Élever 2 enfants vous a permis d'en faire grandir beaucoup d'autres, des blogs et des romans qui touchent un très large public. Vous les écrivez dans l'Est de la France et je forme le vœu que dans 1 heure, vous me disiez « Je ne suis pas venu en vain de Metz ». Bonjour Serena Giuliano. Bonjour. Pardon, j'ai pas pu m'empêcher. Mais comme je sais que vous avez beaucoup d'humour, ça passera bien. Alors, vous êtes aujourd'hui l'une des auteurs qui vend le plus de livres en France, avec quelques autres. Vous publiez Villa Gloria chez Robert Laffont, votre nouveau roman. Et vous avez un parcours atypique qu'on va raconter à travers des dates clés. C'est le principe des clés d'une vie. Et la première que j'ai trouvée, alors, elle ne vous concerne pas directement, c'est le jour de sortie d'une chanson qui vous a marqué. Écoutez. Anare par Gigi D'Alessio, qui est un chanteur napolitain qui arrive aux États-Unis et qui a fait un duo célèbre en France avec Lara Fabian, Un cuore malato, c'est ça? Oui, c'est ça. Un de mes chanteurs favoris. Voilà, et ça, il vous a marqué, ce chanteur? Oui, il m'a marqué parce qu'il raconte mes racines, il raconte la terre d'où je viens, et parce que ses chansons ont bercé mon adolescence et berce encore ma vie d'adulte aujourd'hui. Donc c'est lui et ses textes et sa musique qui me relient à ma terre. Quand j'ai besoin, je me replonge dans ses chansons et je suis à la maison. Voilà. Il se trouve en plus que vous l'avez rencontré et vous lui avez offert un de vos livres. Je l'ai rencontré tout récemment et franchement, j'étais comme une enfant devant son idole et j'étais à un de ses concerts à Luxembourg près de chez moi et je lui ai offert mon livre Luna qui se passe à Naples. Il ne comprendra pas un traître mot parce que c'est en français qu'il ne parle pas le français, mais je trouvais le symbole joli. Alors, vous êtes née, Serena Giuliano, dans un petit village de 800 habitants qui est près de Salerne, je crois. Alors, je suis née à Salerne et j'ai grandi effectivement près d'un village, près de Salerne, dans un tout petit village, effectivement, qui s'appelle Capitignano. Et c'est vraiment tout petit. C'est minuscule. Ce qui est drôle, c'est que Salerne, le maire s'appelle Vincenzo Napoli. Ah oui. Aujourd'hui, c'est assez étonnant. Et Salerne, je crois que c'est la plus ancienne école de médecine d'Europe qui existe. Je ne savais pas. Voilà. Vous l'apprenez. Et puis, alors donc, une enfance très modeste. Oui. Avec, je crois que c'était votre grand-mère et votre mère qui étaient femmes de ménage et qui vous élevaient, mais vous étiez pas malheureuse. C'était une enfance heureuse parce qu'au soleil, près de la mer, et parce que avec ma grand-mère, mais aussi compliquée par mon histoire de famille. Et c'est ça aussi qui m'a amenée dans l'Est de la France quelques années plus tard. Bien sûr. Je crois qu'à l'époque, il y avait un citronnier qui vous touchait. Et il est toujours là, dans le jardin de ma maison en Italie. Et c'est là où je vais me réfugier quand j'ai besoin de calme. Et ce citronnier vous a marqué, Serena Giuliano? Oui, là aussi, c'est un symbole, le citron en Campanie. C'est vraiment l'agrume qu'on retrouve partout. Et puis, j'aime en consommer et j'en mets partout. Et puis, je sais pas, je trouve que cet arbre qui fleurit, qui porte ses fruits en hiver, si jaune, si ensoleillé, donne de l'espoir. Et il se trouve d'ailleurs que les citrons sont sensibles au gel. Et si on veut cultiver des citrons chez soi, il faut une lampe UV pour qu'ils soient préservés. Alors j'essaie d'avoir un citronnier dans l'Est de la France, autant vous dire que c'était raté. Et le pauvre est décédé très rapidement. J'imagine. Alors, vous parliez effectivement de votre jeunesse très difficile. C'est-à-dire que vos parents ont divorcé quand vous aviez 12 ans. C'est ça. Et ça n'a pas été simple parce que ça n'a pas été simple. En fait, vous êtes parti en France persuadé que vous allez passer quelques semaines seulement dans le Sud. C'est ça, je pensais venir rendre visite à mes grands-parents maternels qui vivaient dans l'Est de la France, qui étaient arrivés avec la vague d'immigration italienne des années 40-50. Et donc, je pensais qu'on leur rendait visite pendant les grandes vacances scolaires. Et je n'étais pas au courant que je n'allais plus jamais rentrer chez moi. On ne vous l'avez pas dit. Hein. Quelle surprise ensuite quand on se retrouve à Paris. Ah, pas Paris, hein, c'était Metz. C'était déjà près de Metz. Oui, c'était l'Est de la France. Et oui, pas une très bonne surprise, je dois dire, parce que moi, je comptais juste faire quelques semaines de vacances et puis rentrer chez moi, retrouver mes amis, ma grand-mère, ma maison. Et puis ensuite, on m'a annoncé que j'irais à l'école en France et qu'il fallait désormais que je m'habitue à cette nouvelle vie, quoi. Oui, c'était votre mère qui avait décidé de partir et vous aviez vos frères et sœurs avec vous. C'est ça, on est 4. Je suis l'aînée et elle nous a pris sous le bras et par nécessité. C'était pas de gaieté de cœur. Elle pour être auprès de ses parents et
fuir un mariage qui ne la rendait pas heureuse. Non, mais en plus, vous arrivez en France, Serena Giuliano, sans parler un mot de français. Vous vous retrouvez à l'école un petit peu montré du doigt par les autres. Ouais, c'était très difficile. À l'époque, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, les classes allophones qu'on réserve aux élèves qui ne parlent pas français. Donc, ils m'ont mis dans une classe classique. En 6e, j'étais censée aller en 5e. Ils m'ont dit, bon, on va te mettre finalement en 6e plutôt. Peut-être que tu comprendras un peu mieux. Donc les premières semaines étaient très dures parce que je ne comprenais rien à ce que les profs disaient. Ils faisaient cours normalement, voilà, j'avais pas un traitement de faveur. Si, ils notaient pas mes copies de dictée en français. Oui. Mais ça m'a permis en même temps d'apprendre très vite pour esquiver les moqueries et m'intégrer au plus vite, quoi. Oui, mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez appris le français en 3 mois. C'est rapide hein, quand on a 12 ans et quand on est porté par une sorte de rage. Finalement, les moqueries, la méchanceté des enfants de cet âge, qui sont assez cruels, a été un moteur. Sur le coup, je ne me rendais pas compte, mais c'est ce qui m'a permis de dire, OK, ben, tu te moques de moi, tu vas voir que non seulement je vais apprendre le français rapidement, mais qu'en plus, je vais être meilleur élève que toi. Et vous l'avez appris aussi grâce aux chansons, je crois. Oui, surtout grâce aux chansons. C'est-à-dire Eh bien, j'ai la chance d'avoir très rapidement trouvé une amie qui m'a... à l'époque, c'était Hélène et les garçons, c'était la grande, oui. la grande de la série d'Hélène et les garçons. Donc, elle me faisait écouter ses chansons, Dorothée beaucoup. Ah bah ouais. Voilà. Et donc, et puis aussi des classiques, Cabrel notamment. Et j'ai très vite accroché avec ces mélodies. J'avais envie de comprendre la signification des mots. Et ça m'a permis, ça aussi, d'apprendre plus vite. Alors, il y a aussi eu des moments difficiles. Notamment, il y a une émission qui vous a traumatisé. Écoutez ce générique. 7 à 8. 7 à 8 le dimanche soir à la télévision. C'est un de vos plus mauvais souvenirs d'enfance. Encore maintenant, ça m'angoisse parce que c'est pas tant l'émission, j'ai rien contre cette émission qui est super par ailleurs, mais c'est le dimanche soir. Oui. Ça veut dire que le lendemain, il faut retourner à l'école. Et il y a cette déprime là du dimanche, des nuits qui tombent tôt, tout ça, où la semaine recommence le lendemain. Et l'école, c'était pas l'endroit où je préférais être. Donc, c'était un peu angoissant et c'est resté. Du coup, je regarde encore pas aujourd'hui, même si je vais pas à l'école le lundi. Alors, il se trouve aussi que ce qui est étonnant, c'est que les livres, vous les avez découverts seulement à l'adolescence. Oui, c'est venu assez tard. Il n'y avait pas de livres chez moi, mes parents ne lisaient pas. Pour moi, c'était un truc un peu chiant de lire. Et puis un jour, ça m'est tombé dessus. Je crois que si on tombe sur le bon livre, et qu'on met le pied à l'étrier de la lecture, ensuite, il y a tout un monde qui s'ouvre à nous. Et je crois que le premier livre qui vous a marqué, c'est La vie devant soi. C'est pas le premier que j'ai lu, mais c'est mon livre préféré. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que c'est... Romain Gary est un auteur incroyable. Je dis que des banalités, là, mais c'est surtout que ce livre-là, aussi dur... il traite un sujet si dur, et à la fois, il m'a fait rire. Pour la première fois, j'ai ri en le lisant. Et... parce que la répartie, parce que je l'ai trouvé brillant pour ça. Et c'est resté depuis mon livre préféré. Oui. Oui. Et moi, j'ai connu Romain Gary, qui était un homme très, très grave, très sérieux, qui dissimulait effectivement quelque chose derrière son visage. Il ne disait rien, et on comprend avec le recul qu'il ait mis fin à ses jours. C'est étonnant. Alors, il y a aussi un autre livre, c'est L'amie prodigieuse, de Elena Ferrante. Là, c'est le livre qui m'a donné pour la première fois envie d'écrire, de peut-être écrire un roman. Parce que quand je l'ai lu, j'écrivais déjà sur des blogs, mais le roman, vraiment, pour moi, c'était une autre dimension. C'était pas pour moi, j'en étais incapable. Et avec L'amica géniale de Ferrante, j'ai retrouvé des émotions, notamment liées à l'enfance, tout ce qu'elle racontait, parce que Naples, c'est ma région. Ça me parlait, ça faisait vibrer quelque chose chez moi. Et j'ai commencé à prendre des notes, de souvenirs d'enfance, d'odeurs, d'émotions. Et c'est effectivement celui qui m'a un peu poussé vers l'écriture des romans. En fait, c'était l'histoire de 2 amis très pauvres dans Naples. Mais curieusement, cette dame qui a écrit 4 tomes qui sont des succès mondiaux, on ne la connaît pas. Elle est toujours restée anonyme. Il y a un vrai mystère autour de cette femme. Ça me fascine d'ailleurs. Alors, on a... Beaucoup de journalistes italiens ont essayé de le percer, ce mystère. J'aimerais qu'on la laisse tranquille, moi. On a dit parfois que ça pouvait être un homme, ce qui me mettrait un peu en colère. Ah non. Ou alors
qu'il s'agirait d'un couple derrière ces romans. Oui, on a dû ça tout pour plein de gens, pour Histoire d'eau, pour des tas de choses. Oui, mais en tout cas, peu importe, je trouve que ce qu'elle fait, c'est brillant et vraiment ces livres qui ont été adaptés en série, d'ailleurs, et la série est tout aussi remarquable que les livres, ont marqué un tournant, en tout cas chez moi. Ce qui est étonnant, c'est que vous n'avez pas un accent italien alors que vous avez vécu 12 ans en Italie. Alors c'est marrant, certains l'entendent. Il paraît que j'en ai un quand je suis un peu fâchée, on l'entend. Ça arrive. Remarquez, je me souviens de Dalida et Rolando, quand ils se mettaient en colère entre eux, ils parlaient en italien pour que personne ne comprenne. Et là, c'était un gros accent. Mais ça aussi, c'est quelque chose que j'ai voulu masquer parce que lorsqu'on est adolescent, et il vaut mieux se fondre dans la masse. Donc je voulais absolument gommer cet accent. Aujourd'hui, je regrette parce que je trouve que c'est joli un accent, c'est chantant, ça a du charme et à refaire, je l'aurais gardé. Oui, mais c'est pas facile de le gommer en plus. C'est pas facile, j'ai travaillé très dur. Mais vous n'avez pas seulement travaillé très dur pour cet accent, vous avez travaillé très dur pour vos livres et on va continuer à en parler avec une autre date importante dans votre vie, le 7 juin 2014. A tout de suite sur Sud Radio avec Serena Giuliano. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Serena Giuliano, mon invité pour ce livre Villa Gloria chez Robert Laffont, qu'on va évoquer tout à l'heure. Un succès de plus en perspective après d'autres romans et un parcours étonnant. Et j'ai trouvé une date importante dans votre parcours, le 7 juin 2014. C'est votre première télé en France, l'édition Lorraine du journal télévisé présenté par Régis Gaudu. Et vous êtes Serena Giuliano Lactaf pour présenter Wonder Woman. C'est marrant parce que j'étais hier sur le plateau de France 3 pour présenter Villa Gloria et je me suis souvenue effectivement de cette Serena-là qui était morte de trouille en direct à la télé. Et effectivement, je parlais de ce livre qui n'est pas un roman, c'était un recueil de billets d'humeur extraits de mon blog de l'époque. En tout cas, le journaliste à l'époque dit que c'est un livre qui va vous faire sourire et même rire et qui ne vous laissera pas indifférent. Ça a été tout de suite un événement, ces blogs et ce livre. J'ai eu une grosse communauté tout de suite autour du blog sur la maternité et peut-être parce que j'abordais la maternité sur un ton humoristique. J'avais envie de retrouver des mamans qui, comme moi, avaient envie d'un peu dédramatiser ce qu'on vivait au quotidien, de passer un bon moment le soir, de rire. Et j'ai trouvé beaucoup de femmes à ce moment-là, des femmes qui me suivent encore aujourd'hui, donc ça fait plus de 10 ans. Et comment était née cette idée ? Elle était née de mon congé maternité. je m'ennuyais un petit peu à la maison. J'adore mes enfants. Mais alors, être mère au foyer, c'était pas fait pour moi. Je tournais un petit peu en rond et à la fois, je me disais qu'il fallait profiter de ce congé pour comprendre ce que j'avais envie de faire dans la vie parce que à 28 ans, à l'époque, 29 ans, je ne savais toujours pas. Donc, c'était le début des blogs. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va essayer. Et effectivement, c'est là où j'ai compris que mon écriture pouvait provoquer des émotions chez ceux qui me lisaient. Et vous expliquez, et c'est très drôle, que pour être une mère parfaite, il ne faut pas avoir d'enfant. Tout à fait. C'est certain. Il ne faut vraiment pas avoir d'enfant. Alors, il se trouve qu'à l'origine, ce n'était pas du tout votre vocation. Vous avez passé un bac et puis vous avez été dans l'univers de la banque au départ. C'est ça. J'ai un bac économique et social. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Je crois que ça n'existe plus. J'avais ensuite fait un BTS vente. Et puis une spécialisation pour travailler dans le domaine bancaire. J'avais fait 1 an en alternance et j'avais très vite réalisé que c'était pas fait pour moi. Oui, je crois qu'il y a un jour une cliente qui vous a demandé un prêt et ça a tout déclenché. Il y a une maman, je me souviens, elle était venue pour qu'on lui accorde un découvert pour qu'elle achète du lait à son fils. Et on m'avait dit non. Et j'avais envisagé de lui donner de l'argent de ma poche. Et là, je me suis dit, bon... Ça fait quelques mois que tu travailles ici. Si ça commence comme ça, tu vas être pauvre à la fin. Et je me suis dit, bon, j'ai peut-être trop d'empathie, je ne sais pas, mais c'est pas possible. Alors donc, vous êtes reconvertie comme conseillère en images au départ. Oui, là aussi, par le biais d'un blog, j'ai toujours été fascinée par la mode et la beauté. J'avais très envie de venir en aide aux femmes qui se cherchaient à un moment de leur vie. Souvent, c'était du postpartum d'ailleurs, des femmes qui s'étaient un petit peu perdues de vue, qu'elles avaient moins le temps pour elles se sentaient plus à l'aise face au reflet dans le miroir. Et je me suis dit peut-être que je peux les aider. Et ces journées-là qu'on résumait à shopping et coiffure étaient bien plus que ça en fait. C'était une séance psy finalement.
Et j'ai adoré les accompagner pendant, ça a duré 2 ans, c'était très très chouette. Et ensuite, il y a eu ce blog, il fallait trouver un nom, et puis ce générique vous a inspiré. Vous connaissez la série Wonder Woman? Bien sûr. Alors, en fait, c'est un personnage qui est né en 1941. C'est la première super-héroïne. Et son vrai nom, c'était Princesse Diana. Et quand Linda Carter a repris la série, ça a été un immense succès. Vous l'aviez vu? Oui, je l'ai vu, bien sûr. Et surtout, je trouve que c'est un bon moyen de définir les mères aujourd'hui et toutes les casquettes ou toutes les capes qu'elles doivent endosser. Oui. Et donc, vous êtes devenue Wonder Mom. Je suis devenue Wonder Mom. Et alors, vous touchiez à tout, c'est-à-dire que aussi bien il fallait une bouche très douce à papouille, une vision à 360 degrés, une coiffure dans le vent, tous les sujets étaient prévus. Oui, parce que être mère, c'est un peu tout ça, c'est être sur tous les fronts. Et à la fois, j'étais en plein dedans, j'avais des enfants qui étaient petits, je découvrais moi aussi la maternité et tout ce qu'elle demandait comme effort et comme implication émotionnelle et tout ce que... Voilà, c'était génial parce que à la fois je le découvrais, je le racontais, je trouvais d'autres femmes qui vivaient la même chose. Mais au bout d'un certain temps, cette cape-là m'a paru un peu trop étroite. J'avais envie de sortir de ce rôle de maman, de ne plus me définir que par ça. Et c'est comme ça qu'on est venu au roman. Voilà. Mais il se trouve quand même que cette époque, personne ne le faisait. C'était simple. Quand vous dites que les enfants, pour aller se coucher, c'est un drame, c'est ce que tout le monde vit aujourd'hui. Et personne ne l'avait fait sous forme de blog. On ne le disait pas assez. Je trouve il y avait beaucoup de conseils qui étaient super pour les mamans sur voilà, comment faire ses petits pots, comment jouer, comment ne pas les mettre devant les écrans, etc. Et moi, parfois, j'étais un peu dépassée par ces conseils parce que c'était le soir, j'en avais marre, je voulais juste qu'ils aillent se coucher. J'avais pas envie de lire une histoire du soir qui durait 3 plombes. Et je trouvais les cadeaux qu'ils me rapportaient de l'école parfois pas très jolis. J'avais pas forcément envie de les exposer chez moi. Et je me suis dit, il y a forcément d'autres femmes qui pensent comme moi, quand même, sans que ça fasse de nous des personnes horribles. Et en fait, j'ai trouvé une communauté de femmes très drôles et on a vraiment beaucoup ri avec ce blog. Mais vous imaginiez un tel succès au départ? Non, jamais. Mais je pense que c'est pour ça que ça a fonctionné, parce que c'était spontané, c'était pas calculé, c'était vraiment aussi le début des réseaux sociaux. Il y avait moins il y avait moins de filtres dans tous les sens du terme. Et c'était plus positif. C'était plus positif, c'était le début. Donc forcément, il n'y avait pas encore tous les côtés négatifs qui sont arrivés plus tard. Et puis, il y avait des choses extraordinaires. Vous avez parlé d'un mot que votre fils ne pouvait pas dire, qui était montgolfière. Oh, Golonfière, il disait. Oui. Et encore aujourd'hui, on appelle ça des golonfières. Et j'ai pleuré le jour où il l'a dit correctement parce que ça marquait la fin d'une époque. C'est comme le mot pestacle que les enfants disent. Oui. Alors, on s'est un peu renseigné. Pourquoi on dit pestacle plutôt que spectacle quand on est enfant? Enfin, ce sont deux groupes rapprochés de deux consonnes qui ne sont pas faciles à prononcer. Et que ce soit gonfolière ou autre chose, on appelle ça une métathèse. Très joli. C'est pour votre culture personnelle. Merci. Alors, il se trouve aussi que vous avez compris que vous n'étiez pas un cas unique et que les mères parfaites n'existaient pas. Oui, et qu'il fallait le dire surtout. Je pense qu'on le savait tous que les mères parfaites n'existent pas. Qu'on veut faire croire aussi que la mère est un peu un être supérieur, qui peut tout faire, qui peut résoudre tous les problèmes, qui peut soigner tous les chagrins. Or, c'est faux. Et d'idéaliser un peu ces mères-là, je pense que c'est même pas sain pour les enfants. C'est important de dire, d'accord, je suis ta maman, mais je peux me tromper comme tout le monde. Je suis un être humain, je peux parfois faire des choses que je regrette. Donc c'est important de dire qu'on peut se tromper. C'est important de demander pardon aussi en tant que mère à ses enfants. Et c'est important de dédramatiser aussi un petit peu ce rôle-là. Bien sûr. En même temps, il y a une relation de confiance à établir avec les enfants. Oui, c'est pas facile. Alors, je crois que vous avez cherché à transmettre pour eux, chez eux, la tolérance, le respect des femmes et la cuisson des pâtes. C'est bien résumé. C'est ça? C'est très bien résumé. Parce que c'est exactement... Mais ça, c'est l'humour que vous avez et qui a beaucoup apporté à ce blog. Oui, alors c'est quelque chose d'assez naturel chez moi, je m'en rends pas compte. Je pense que très longtemps, et encore aujourd'hui, j'utilise l'humour un peu comme une sorte de bouclier, finalement, pour dédramatiser certains sujets, pour
parce que la vie est assez difficile, et donc voilà, autant essayer de rire le plus souvent possible. Mais à mes enfants, j'essaie de transmettre ça. L'humour noir, d'ailleurs, c'est aussi des premières choses que je leur ai transmis. Et quand ils me font des bonnes blagues, je suis très très fière d'eux. Et vous avez dit d'ailleurs un jour, rire, c'est comme les essuie-glaces, ça n'empêche pas la pluie, ça permet d'avancer. C'est extraordinaire. Bah oui, je trouve que... Alors, je ne sais pas de qui est cette citation, mais je la trouve super. C'est comme ça qu'est née effectivement l'envie d'écrire, parce que on vous a poussé à écrire. Et je crois que c'est vos copines qui sont 2 auteurs à succès qui vous ont poussé à écrire. Oui, c'est mes amies qui m'ont... Elles étaient d'ailleurs aussi blogueuses avant moi. C'est comme ça qu'on s'est connus. Virginie Grimaldi. On s'est connus à l'époque des blogs. Elle avait un blog, j'en avais un. On se lisait mutuellement. On avait commencé à échanger. Et puis on s'est rencontrés en vrai. Et ça a été un vrai coup de foudre amical. Et très vite, effectivement, elle a fait partie de ceux qui m'ont poussée à écrire. Elle me disait, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Tu as une plume, tu peux écrire un roman. Moi, ça me semblait vraiment assez improbable. Et après un week-end entre copines, on s'est lancé ça un peu comme un défi. Je me dis, bon, je vais prendre des billets pour l'Italie, je vais partir et essayer d'écrire ce premier roman. C'est comme ça que c'est né. Mais avant, vous avez quand même publié 3 livres. Oui, alors, oui, effectivement, 3 extraits, 3 livres tirés du blog. Donc, des extraits, des billets d'humeur, on va dire. Mais ça aussi, c'était novateur, Serena. Oui, c'est vrai. Il y avait eu Laurence Pernoud avec J'attends un enfant, qui est devenu un classique, et sa petite fille aujourd'hui, Clémence, reprend du service et assure la relève, mais ça n'existait pas non plus. Non, c'est vrai. Et ça n'existait pas parce que c'était le moment où il fallait le faire, c'était un changement d'époque. Je crois que c'était le moment, mais tout ça, encore une fois, c'est arrivé sans calcul et sans... j'ai été publiée par une petite maison lyonnaise, et c'est l'éditrice de l'époque qui lisait mon blog et qui me disait, il faut faire quelque chose de tes textes, là. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas. Ça me semblait tellement fou, et on en a fait 3 tomes qui se sont super bien vendus alors que j'étais distribuée nulle part. Enfin, c'était assez dingue. Voilà. Il y a eu d'autres choses dingues dans votre vie, et une autre date que j'ai repérée, c'est le 27 septembre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Serena Giuliano. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Serena Giuliano, Villa Gloria chez Robert Laffont, votre nouveau livre, on en parle dans quelques instants. On a évoqué vos débuts, votre arrivée en France, vos premiers blogs et vos romans. Et puis le 27 septembre 2024, c'est un jour assez compliqué pour vous. Vous dites sortir de votre zone de confort, car vous êtes la marraine de la 89e foire internationale de Metz. Oui. Ah, ok, ça y est, je m'en vais. Il faut savoir que la foire de Metz, c'est quelque chose de très important. Elle existe depuis 1730 et il y a 150 manèges et attractions. C'est assez dingue. Enfin, je connaissais la foire parce que je vis près de Metz et que tous les ans, c'est un peu un événement. Et lorsqu'on m'a dit, au départ, c'était juste pour une dédicace. On m'a dit éventuellement, est-ce que tu veux faire une dédicace à la fille? Mais j'avais déjà trouvé ça incroyable. Et puis, comme Venise était l'invité d'honneur cette année-là, on m'a proposé d'être la marraine. Et là, ouais, c'était... alors, j'ai dit oui, bien sûr, parce que ça ne se refuse pas. Mais le jour J où il fallait faire un discours, je faisais beaucoup moins la maline. Oui, parce que vous n'aimez pas ça. Le bruit, la foule, c'est pas votre truc. J'aime pas le bruit, j'aime pas. Et surtout, j'aime m'exprimer devant autant de personnes. C'est pour ça que j'écris. Moi, je suis pas très à l'aise à l'oral, donc je préfère écrire. Et là, m'adresser à un public aussi nombreux. Et je sais pas, j'ai toujours l'impression de pas être à ma place. C'est un peu le syndrome de l'imposteur. Hein. Et je trouve, quand il m'arrive ce genre de choses, c'est comme si je me dédoublais. Je me dis, comment c'est possible qu'en venant de ce petit village de 800 habitants, tu te retrouves là, face à autant de personnes, à prononcer un discours en tant que marraine. Comment t'es arrivée là? Et à chaque fois, je me pose cette question. Je n'ai pas la réponse, mais je vis tout ça à fond quand même. Bien sûr. Et là, comment vous avez fait ce jour-là? Parce que paniquer devant autant de monde. Eh bien, heureusement que j'ai quand même quelques années maintenant, depuis la sortie de mon premier roman, où de plus en plus j'interviens en public, où j'aurais pas pu faire ça en 2019, par exemple. Donc là, j'ai un peu plus d'entraînement. J'avais bien révisé mon texte que j'avais écrit, et voilà, j'étais focus sur mon texte. J'essayais de pas trop regarder la foule. Et ça a été assez rapide, hein. C'était un texte court et ça a été, mais c'est quelque chose qui à la fois m'effraie, et puis je me dis, tu n'as pas le droit de passer à côté, tu peux pas dire non parce que tu as peur, il faut que tu le vives, et donc j'y vais. Mais vous êtes très à l'aise au micro en plus.
Là, ben, on est deux, ça va. Alors, je trouve que il paraît que la première fois où vous êtes évanoui, c'est au tableau, en classe, quand on vous a demandé de monter. C'est une des fois. J'ai commencé à m'évanouir à part de reconnaissance à l'âge de 6 ans. Et c'est là où mes crises d'angoisse ont commencé. Et depuis, c'est devenu une vraie phobie. Donc, à chaque fois que j'ai des émotions un peu trop fortes ou que je me retrouve dans des conditions qui déclenchent chez moi une crise d'angoisse, ça peut aller jusqu'à l'évanouissement. Donc, il y a eu une période dans ma vie où ça me créait tellement de stress que je ne sortais plus de chez moi. D'accord. Donc là, effectivement, prononcer un discours devant tant de monde, c'est vraiment dépasser ma zone de confort. Alors, il faut savoir qu'à Metz, chacun de vos livres, vous l'avez baptisé à Metz, Serena Juliano. Pourquoi? Oui, mais j'ai commencé comme ça pour Ciao Belle et avec la librairie Isler, qui me soutient depuis le début, notamment Madeleine, qui est une libraire et une fidèle lectrice. Et il faut savoir que, de un, je suis quelqu'un d'assez fidèle et puis surtout de superstitieux. Donc, quand un truc marche, je répète en boucle pour que ça continue de fonctionner. Et Metz, ça a toujours été des lancements incroyables avec des lecteurs et des lectrices toujours au rendez-vous. Peut-être parce qu'ils sont un peu fiers de l'enfant du pays, je ne sais pas. Mais chaque année, il y a plus de monde. Donc, chaque année, je reste à Metz pour commencer. Alors, il faut savoir que Paul Verlaine est né à Metz, je ne sais pas si vous le savez. Et puis, il y a une chanteuse dont le titre est très célèbre à une période de la France et qui a aussi vécu à Metz. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Le chant des partisans. Le chant des partisans, c'est la chanson de la résistance. Et Anna Marly, qui l'a composée et interprétée, a vécu à Metz pendant des années. Et cette chanson a été écrite un dimanche dans un hôtel de Londres par Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon. Elle est devenue au départ un générique d'une émission et c'est devenu le chant de la résistance. Oui. Je connaissais le chant, mais je ne savais pas que la chanteuse était de Metz. Alors, il se trouve aussi que ce premier roman, ça n'a pas été simple. Ça a été des mois de réflexion avant une écriture rapide, Serena Giuliano. C'est un roman que je portais en moi, je crois. Il est assez personnel, même si ça reste un roman. J'ai donné à Anna, mon héroïne, beaucoup d'éléments de mon histoire. Donc j'avais peur de l'écrire, ce roman, parce que ça me mettait face à des émotions que j'avais pas forcément envie de revivre. Mais lorsque je me suis décidée, en Italie, dans ma maison d'enfance, il est sorti d'un coup. Voilà. En plus de Ciao Bella, c'est une expression que vous connaissiez bien. Bien sûr. J'ai voulu ce titre parce que c'est les premiers mots que me disait ma grand-mère à chaque fois qu'elle décrochait le téléphone et qu'elle savait que c'était moi, elle me disait Ciao Belle. Et parce que oui, à chaque fois que je rentre, c'est ce qu'on me réserve et je trouve que ça résumait bien l'histoire d'Anna. Et puis, vous aviez aussi peur de copier, de faire un livre que d'autres auraient déjà fait. On a toujours peur on est forcément influencé. C'est aussi pour ça que je ne lis pas lorsque j'écris, parce que j'ai peur de trop m'imprégner de l'histoire que je suis en train de lire et de me l'approprier et de faire quelque chose qui pourrait ressembler. Donc j'essaie de prendre de la distance avec les autres livres lorsque j'écris le mien. Et puis cette histoire-là, oui, elle me tenait à cœur. J'avais envie d'écrire un roman authentique, et même si je pense qu'il est, maintenant avec le recul, c'est un premier roman, il y a des failles, peut-être qu'aujourd'hui je ne l'écrirai plus de la même façon, mais j'ai beaucoup de tendresse pour ce roman-là. Oui, enfin, l'histoire, c'était une femme qui était enceinte de son deuxième enfant, qui allait voir un psy, et finalement, il y avait des thèmes douloureux, très durs, mais que vous avez toujours traités avec votre humour. Oui, c'est ce que j'essaie de faire dans tous mes romans. Même si on les met dans la catégorie feel good, alors ça ne me dérange pas du tout, mais je crois que quand même, il y a des choses plus profondes à chaque fois. J'essaie vraiment d'amener des sujets qui me tiennent à cœur, des choses qui me révoltent, notamment sur la condition des femmes. Mais j'adore faire rire, je peux vraiment l'empêcher, donc j'essaie aussi de mettre de l'humour. Et vous avez écrit, je crois, ce livre sur un vieux canapé dans votre maison. Oui. Ma maison d'enfance, c'est vraiment une toute petite maison. Souvent, quand je dis ça, les gens s'imaginent la maison sur la côte amalfitaine, vue mer. Non, pas du tout. Il pleuvait dans ma cuisine, pour vous dire, tellement la toiture était dans un mauvais état. Et donc, sur mon vieux canapé, qui doit avoir, je sais pas, 30 ans, face à la cheminée, c'était un mois de mars d'ailleurs, et j'ai écrit ce roman. Et écrit ce roman avec en plus des textes que vous aviez placés sur votre téléphone, Serena Giuliano. Oui. Mais parce que je suis pas très scolaire, je prends pas de notes par écrit, et comme j'ai des idées qui viennent et que j'oublie dans la seconde,
Mon téléphone, je l'ai toujours sur moi, c'est l'avantage. Donc, j'écris sur mes notes quand j'y pense et quand j'ai une idée que je trouve bonne. Et ensuite, j'essaye de relier tout ça. Alors, ce premier roman de Ciao Bella a eu du succès aussi parce que vous avez déculpabilisé les femmes, même sans vous en rendre compte au départ. Oui, alors encore une fois, c'était pas calculé et j'ai abordé le sujet des angoisses parce que je suis une grande angoissée. J'ai très longtemps eu honte d'avoir ces peurs-là, les peurs d'Anna notamment. Et en fait, j'ai réalisé en publiant qu'on était très nombreuses et nombreux à être angoissés, à avoir peur de tout un tas de choses dans la vie. Et ça a permis de créer le dialogue avec les lectrices. Ça a permis, encore une fois, oui, de déculpabiliser, même d'avoir peur, quoi. Oui, mais ce livre a eu aussi du succès, outre son écriture, parce que finalement, les femmes se sont reconnues dans votre texte. Oui, elles sont plus nombreuses que je ne l'aurais imaginé à être ces femmes qui se cherchent, ces mères pas imparfaites, et ces femmes qui doutent, en fait. Et oui, on est nombreuses. Elles vous l'ont dit sur les réseaux sociaux ou dans un courrier, régulièrement. Oui, tous les jours. Vous avez entrepris un dialogue presque avec elles. Totalement, mais j'ai vraiment l'impression de grandir, de vieillir avec ces femmes, celles qui me suivaient depuis Wonder Mum et qui étaient enceintes lorsque j'écrivais sur ce blog. Elles viennent me voir en dédicace aujourd'hui avec des enfants de 10 ans et elles me disent, voilà, je t'ai pas quittée, j'ai suivi ton évolution, mais moi aussi j'évolue avec elles parce que ces échanges quotidiens grâce aux réseaux sociaux me nourrissent, me font évoluer, me font vraiment grandir dans tous les sens du terme. Et je suis très reconnaissante de ça à mes lectrices, à ma communauté en général. Oui, et ce qui prouve que les réseaux sociaux, il n'y a pas que du négatif et du buzz, qu'il y a des belles choses. Vraiment. Alors, il y a aussi un moment très émouvant, je crois, c'est au lycée La Providence à Thionville, Serena Giuliano. Oui, lorsqu'ils ont joué la pièce, oui. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pleuré. Ils ont effectivement adapté plusieurs chapitres. Des élèves de 15 ans. Des élèves. Oui. Ils ont lu et étudié Ciao Bella et ensuite ils nous en ont fait une pièce de théâtre. Et autant vous dire que j'ai pas tout vu parce que j'ai beaucoup pleuré et c'était tellement touchant. Là encore, ça fait partie d'un des moments où je me disais comment c'est possible. Et vous êtes étudié à l'école pour oui. Premier roman. Oui, c'est fou. Et d'ailleurs, un extrait de Ciao Bella a été aussi un sujet d'examen l'année dernière ou il y a 2 ans. Oui. Ça aussi. Dans une école, oui. C'est une belle revanche, je trouve. Alors, en même temps, il y a, à travers vos histoires, des thèmes fédérateurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire la violence conjugale, le pardon, le racisme, la famille, les phobies, tout y est. Oui, parce que c'est le quotidien de tout le monde. Finalement, tout ça, c'est des choses que je vis, que mes amis vivent, que les gens que je rencontre vivent. Il faut en parler. C'est pour ça que je crois qu'il est facile de se reconnaître dans mes romans, parce que c'est des difficultés et des problématiques qu'on rencontre tous à un moment ou à un autre. Oui. Et d'ailleurs, vous avez continué à écrire des romans, et il y a l'un d'entre eux qu'on pourrait lier à une chanson devenue culte. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup je t'aime, je sais pas comment, faut que je me rappelle. Le coup de soleil de Richard Cochian. Oui. Il était à votre place voici quelques temps, il nous a expliqué que cette chanson... C'est pas vrai. Ah oui, il est venu dans les clés de nuit. Et il est venu se confesser et raconter plein de choses, notamment cette chanson, c'est Jean-Paul Dréau qui l'a écrite. D'accord. Et Jean-Paul Dréau venait de vivre une histoire d'amour tragique qui s'est terminée aux États-Unis. Et en revenant, il a écrit cette chanson magnifique. Ça ne m'étonne pas du tout, parce que justement, dans Un coup de soleil, je compare le coup de soleil qu'on peut avoir, qu'on peut prendre en se laissant aller au premier rayon du soleil, à une déception amoureuse. Voilà. Il se trouve que ce roman est particulier parce qu'il y a une femme de ménage et qui travaille pour 6 personnes différentes. Là aussi, c'est une idée originale. Oui, et à la fois, c'est un peu ma vie, parce que enfant, j'allais beaucoup avec ma grand-mère qui était femme de ménage, et elle m'emmenait avec elle, celle qui me gardait, elle m'emmenait avec elle dans toutes ces maisons, tous ces appartements où elle allait faire le ménage. Et j'adorais, en tant qu'enfant, je sais pas, je devais avoir 6-7 ans, et j'adorais aller fouiller. Alors, j'avais le droit de toucher à rien, mais je regardais dans chaque pièce, j'essayais d'imaginer les personnalités des gens qui vivaient dans ces lieux, et c'était magique. J'ai des souvenirs très précis de ces moments qui étaient très heureux auprès de ma grand-mère. Et je voulais absolument dédier une place à une héroïne qui fait ce métier. Finalement, depuis votre plus jeune âge, vous avez le réflexe de prendre des choses qui ont servi ensuite dans vos romans.
Disons que très longtemps, m'inventer des histoires, c'était une façon de fuir la réalité. Et au départ, c'était un peu un réflexe de survie quand on a une enfance un peu compliquée. Et je me dis que ce réflexe est resté et qu'aujourd'hui, il me permet d'écrire des livres alors que ma vie est jolie, je n'ai pas besoin de m'en échapper. Mais pourtant, voilà, j'ai gardé ce réflexe. Voilà, et la preuve, cette date du 13 mars 2025 qu'on va évoquer dans quelques instants sur Sud Radio avec Serena Giuliano. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Serena Giuliano. On a beaucoup parlé de votre parcours, de votre arrivée dans le monde des livres par le blog. Et puis, le 13 mars 2025 est sorti ce nouveau roman, Villa Gloria. Alors, encore une fois, c'est l'Italie. C'est une région, les Pouilles qu'on va évoquer. Et la Villa Gloria, c'est une maison d'hôtes où l'humanité est comprise dans le forfait. Oui. C'est votre slogan. C'est ça. C'est une maison d'hôtes au cœur des Pouilles tenue par Iris et sa mère Gloria. Oui, et il se trouve que c'est la mère et la fille, mais on ne sait pas très bien qui est la mère et qui est la fille. Les rôles sont un peu inversés, oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, la mère a été maman très jeune, et elle n'a pas beaucoup grandi. Non, elle a fait un déni de grossesse pour Iris, et donc elle est devenue maman à 16 ans alors qu'elle n'était même pas sûre de vouloir un jour des enfants, et qu'elle n'a pas voulu renoncer à sa liberté pour autant. Et comment est venue l'idée de créer une histoire qui se passerait dans une villa avec des gens qui viennent passer une semaine? Alors, j'avais comme point de départ les Pouilles et la personnalité de Gloria. Et à la fois, j'avais envie d'un roman choral parce que c'est un exercice que j'aime beaucoup. J'adore lire ce genre de roman en tant que lectrice, mais j'adore aussi les écrire parce que j'ai tendance à m'ennuyer vite et les deux points de vue me permettent d'alterner et rythmer. Oui, car les chapitres, c'est un chapitre Gloria, un chapitre Iris, ce qui est original. Ça permet, en plus, comme elles ont des personnalités complètement différentes, d'avoir vraiment un point de vue à 360 degrés. Et j'avais envie d'un lieu comme un personnage principal où tous les personnages secondaires pourraient se retrouver. Et je trouvais que la maison d'hôtes, une sorte de huis clos, comme ça pourrait être sympa. C'est un huis clos où les personnages pourraient être dignes d'Agatha Christie, sauf qu'il n'y a pas de meurtre, mais des histoires d'amour. Mais il y a des secrets, il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de famille. Alors, les Pouilles, justement, c'est un lieu que vous avez choisi et que vous avez passé, je crois, des vacances. Oui, j'ai passé 2 fois des vacances dans les Pouilles, 2 3 fois, et j'ai adoré. Je pense qu'après ma région, qui est la Campanie, c'est la plus belle région d'Italie, les Pouilles, même s'il fait très très chaud. J'adore. Il y a tellement de villages à visiter, tellement de bonnes choses à manger que j'avais très envie d'emmener mes lecteurs là-bas. Alors, il se trouve que j'ai repéré dans les Pouilles, Ostuni, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une ville blanche, c'est-à-dire que c'est une ville entièrement, toutes les maisons sont peintes en blanc, parce que la lumière du soleil réfléchit sur les murs et aveugle ceux qui voudraient attaquer. C'est extraordinaire, c'est magnifique. C'est unique au monde. Et il y a aussi la cuisine. La cuisine, notamment les orecchiettes, ces petites pâtes en forme d'oreille. Que vous évoquez dans le livre. Oui, et vraiment, dans les Pouilles, dans les petites ruelles, il y a des femmes, les grands-mères qui montrent aux passants comment fabriquer ces pâtes. Et la recette se transmet comme ça de génération en génération. Mais comment ça se fait que ces recettes soient particulières et viennent d'une région, alors qu'en Italie, c'est le pays des pâtes? C'est le pays des pâtes, mais chaque région a sa recette de pâtes. À Rome, vous allez manger des cacio e pepe. En Campanie, vous allez manger des gnocchi alla sorrentina. Dans les Pouilles, ce sera plutôt les orecchiettes. Dans le Nord, plutôt le risotto. Vous voyez, on peut manger 1000 fois des pâtes et manger 1000 plats différents. Bien sûr. Les orecchiettes, je crois que c'est des anchois et de la mozzarella. Alors, on peut les faire avec des anchois et la cima di rapa, mais je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est de la verdure un peu acide. Oui. Et c'est très très bon, de l'huile d'olive et quelques anchois. Vous nous faites rêver. Il y a aussi les cavatelli et les troccoli dans les Pouilles. Mais il y a tellement de... Oui. J'essaye de parler de nourriture dans mes romans, déjà parce qu'il est très difficile de parler d'Italie sans parler de la nourriture italienne. Et parce que j'adore quand mes lecteurs me disent « J'adore tes livres, mais ils me donnent faim. » J'ai dû manger des pâtes à 23h parce que quand j'ai refermé ton livre, j'avais faim de pâtes. Et quand même, donner faim de pâtes, c'est génial. Alors, donc, dans ce roman Villa Gloria, le principe, c'est qu'il y a 4 chambres et il y a 4 couples qui viennent passer une semaine et se faire chouchouter au départ. C'est ça, 4 arrivants, alors pas forcément des couples. Il y a un couple, mais il y a aussi un jeune homme en solitaire, une femme qui est là pour faire vœu de silence pendant une semaine, et une marraine et sa filleule de 5 ans
qui se retrouvent là pour une semaine de vacances entre filles. Voilà. Et donc, ces personnages ne sont pas choisis par hasard, c'est pour faire progresser l'action. C'est pour faire progresser l'action, et à la fois, quand je commence à écrire, je ne sais jamais où je vais. Donc, j'avais ces 4 personnages qui me paraissaient intéressants, mais je ne savais pas où ils allaient me mener. Et je découvre l'histoire au fur et à mesure. Par exemple, pour Carla, qui fait vœu de silence, très longtemps, pendant l'écriture, je ne savais pas pourquoi elle faisait vœu de silence. C'est bien comme ça. Et comment on trouve ensuite ? Alors ça fait partie de la magie de l'écriture et de l'inspiration. Je ne sais pas, il n'y a pas de recette. Un jour, ça me tombe dessus, ça me paraît évident que c'est pour cette raison. Mais c'est très stressant d'écrire comme ça, sans plan et à l'aveuglette. Mais moi, je trouve ça génial parce que je les regarde faire, ces personnages, je les regarde grandir, ils me surprennent et je ne sais jamais où je vais, donc c'est formidable. Alors, dans les personnages, il y a d'abord un monsieur qui râle tout le temps. Oui, Gregorio Matano. Voilà. Oui. Et ça, vous aimez ce genre de personnage qui râle tout le temps? C'est aussi inspiré des gens que vous connaissez? Alors, il faut savoir que celui-ci, c'est le seul qui est inspiré d'une histoire vraie. C'est une histoire qu'on m'a racontée d'une femme qui part en vacances une fois par an, et lorsqu'elle est rentrée, je lui demande comment ça s'est passé. Elle me dit horrible, parce qu'elle était partie en groupe avec son mari, et ils fêtaient leur anniversaire de mariage, et ils sont tombés dans leur groupe sur un personnage comme ça qui râlait tout le temps et qui leur a gâché les vacances, parce qu'en plus il s'incrustait dans leur dîner, dans leur... Et vraiment, c'est le genre d'énergie qui est très vite contagieuse, et elle a passé de très mauvaises vacances. Et lorsqu'elle m'a raconté ça, je me dis, mais ça, c'est un personnage de roman, il faut absolument que j'en fasse quelque chose. Et puis, il y a Bianca et Valentina, que vous aviez déjà utilisé dans un autre roman qui s'appelait Felicita. C'est ça, elles viennent tout droit de mon précédent roman, dans Felicita. Elles ont une histoire pas facile, parce que Bianca, qui a 5 ans, avait perdu sa maman. Et je ne voulais pas les laisser comme ça, je me suis beaucoup attachée à elles. Mes lecteurs aussi se sont beaucoup attachés à elles, et ils avaient envie d'avoir des nouvelles. Et je me disais que c'était une jolie façon de le faire que de les emmener en vacances. Donc, ces personnages ont des secrets, mais des secrets qui correspondent à tout ce que vivent vos lectrices et vos lecteurs. Oui, peut-être. Je crois qu'effectivement, chaque personnage peut parler à ceux qui me lisent. Peut-être qu'on a tous, un jour ou l'autre, traversé... les mêmes choses. Oui, parce qu'il y a des thèmes qui reviennent dans tous vos livres, et en particulier dans Villa Gloria, c'est la maternité et le divorce. La maternité, la place des femmes. Dans l'exemple du couple, par exemple, la femme ne sait plus trop où elle en est. C'est ce questionnement permanent qu'on peut avoir dans la vie, en fait, et lorsqu'on se perd de vue un petit peu, et essayer de se recentrer sur soi pour savoir où on va. Et là aussi, ce sont des sujets que vous avez développés petit à petit, qui vous tiennent à cœur et qui sont dans l'air du temps, de plus en plus. Oui, mais parce que mes histoires sont tirées de ce que je peux entendre ou vivre au quotidien, des émotions que je peux moi-même ressentir. Donc, ils sont tirés de la vraie vie, en fait. Oui. J'invente rien parce que c'est la vie. Oui, en même temps, ce terme feel good, auquel je ne comprends rien parce que je ne parle pas anglais, ça symbolise aussi le bonheur et le positif, et ça, c'est important pour vous. Oui, je peux entendre que certains auteurs s'offusquent de ce terme, parce que je le trouve parfois assez réducteur. Pour moi, si ça veut dire que mes lecteurs passent un bon moment avec mes histoires, ça me va. Je suis contente de faire passer un bon moment à ceux qui ont envie de me lire. Oui, mais en même temps, être positif, c'est pas toujours simple aujourd'hui dans la société. Non, c'est pas toujours simple, et moi-même, je ne suis pas toujours positive. Peut-être que le fait de placer mes histoires dans un pays solaire et avec de l'humour, ça permet aussi d'aborder des sujets plus difficiles, plus douloureux, sans que ce soit trop sombre ou trop négatif. Oui, et il y a la défense de la femme aussi, qui est un sujet de plus en plus d'actualité, et que vous avez été une des premières à traiter dans vos livres. C'est un sujet qui par mon histoire personnelle, et parce que c'est quelque chose qui me révolte profondément, ça me tient à cœur. D'ailleurs, quand on me pose la question de savoir si un jour j'aurai un héros masculin, parce que quand même c'est que des héroïnes, ça m'agace un peu, parce que je me dis, est-ce qu'on poserait cette question à un homme? Et pour moi, les femmes ont tellement de choses à dire, et elles ont si peu de place encore pour les exprimer, que dans mes livres, en tout cas, j'ai envie de leur laisser de la place. Ouais. Et Gloria, votre personnage principal, qui prépare des cocktails et s'intéresse aussi, scrute la vie de ses hôtes. Elle se nourrit des histoires des autres. Elle adore savoir ce qui se passe dans leur vie. Elle trouve ça fascinant de savoir qu'on a tous le même départ, et qu'on n'a pas même sur la même arrivée, mais
il se passe tellement de choses différentes pour les uns pour les autres. Et elle adore comprendre ça, comment ça fonctionne pour chacun. C'est vous aussi, ce personnage? J'adore ça aussi. Il y a une partie un peu de Gloria en moi, oui. Alors, Gloria, le prénom n'a pas été choisi au hasard. Non. Écoutez. Umberto Tozzi, Gloria, une chanson qui vous a marqué. Et je trouve qu'elle est devenue célèbre, je crois, parce qu'on l'a entendue dans Flashdance. Ah oui? Oui, elle est dans Flashdance. Et Sheila l'a repris en France en 82 avec Glory Gloria. Ah, je ne savais pas que Sheila l'avait reprise. Et c'est vrai que cette chanson vous a marqué. J'adore Umberto Tozzi. Là aussi, c'est un des chanteurs qui a bercé ma vie. Je l'ai vu en concert d'ailleurs à Paris l'année dernière. C'était incroyable. Et bien sûr, toutes ces chansons sont formidables. Et Gloria, notamment, je trouve que en tant que prénom, ça vaut quand même gloire, quoi. Ça allait très bien à cette héroïne qui a soif de liberté. Il se trouve qu'un jour, la chanson est diffusée à la radio et un grand musicien s'interrompt parce qu'il veut écouter la voix, c'est Herbert von Karajan, qui a découvert et aimé Umberto Tozzi. D'accord. Voilà. Alors, ce roman, encore une fois, c'est pour vous une façon d'aller plus loin dans votre recherche des autres et de ce que vous êtes. C'est... La démarche de mon écriture, au départ, elle est très égoïste. J'ai besoin, à un moment donné, de m'isoler, de mettre par écrit ce que je peux ressentir. Et c'est lorsque le roman est dans les mains de mes lecteurs et de mes lectrices que je me rends compte de la résonance qu'il peut avoir chez eux. Mais au départ, c'est juste un défouloir, c'est juste parce que j'en ai besoin. C'est juste parce que j'ai besoin d'écrire. Je réfléchis pas à quel thème aborder. Enfin, c'est vraiment pas calculé. C'est un truc assez instinctif. Et ensuite, lorsqu'il devient un objet, je réalise avec les retours à quel point ce que j'ai ressenti moi pendant l'écriture peut résonner chez les autres. Il y a même une version audio. Oui, il y a des versions audio de tous mes romans. Pourquoi ? Mais parce que c'est génial, les livres audio, moi j'en consomme plein. Et j'adore ça. J'adore écouter des livres en marchant notamment. Et depuis mon 3e roman, c'est moi qui prête ma voix à mes personnages. Ah, vous voyez, vous n'êtes pas aussi timide que vous. C'est vrai. Mais d'ailleurs, ça a été un très bon exercice pour être plus à l'aise face au micro. Et puis il y a une chose qu'on sait peu, c'est que vous avez aussi écrit 3 livres pour la jeunesse sur Rome, Naples et Venise avec une petite fille et son chat. Oui, c'était en 2024, 3 tomes de Nina Bruno. Et il y a Rome, Naples et Venise. Et c'est Matou qui est une illustratrice géniale qui a donc illustré ce livre jeunesse. J'avais très envie, là encore très égoïstement, d'écrire pour les enfants, d'avoir leur retour de lecture parce qu'ils sont sans filtre. J'avais envie à eux aussi de parler d'Italie, de leur faire un petit cours d'italien si jamais ils allaient en vacances dans ces villes. Et j'adore les retrouver en dédicace, ces lecteurs-là. Ils sont super. Et il se trouve aussi, à propos de couverture, qu'il y a une tradition dans vos romans, c'est l'illustration de la couverture. Oui, là, pour les grands formats, c'est Stéphane Levallois, qui est un artiste incroyable, qui avait commencé avec Ciao Belle à faire les couvertures de mes romans, et c'est resté. Ce qui fait que l'ensemble est déjà assez harmonieux, très joli. Je trouve que c'est vraiment des vraies cartes postales et des invitations au voyage. J'adore son travail tout en finesse, et je trouve qu'il arrive vraiment à créer une ambiance avec ses couvertures. Et vous êtes vraiment capable de relever tous les défis. Je crois qu'il y a un de vos livres qui est disponible uniquement sur Internet et qui est né à la suite d'un pari sur Instagram. Fake, exactement. 1er décembre 2024. Je m'ennuie un peu parce que j'ai terminé d'écrire mon roman, que c'est les vacances, et à la fois j'avais hâte, et puis on est le 1er, je me dis bon, ça va être long quand même jusqu'au Noël, qu'est-ce qu'on va faire ? Et c'est le jour où tout le monde déballe les calendriers de l'Avent sur Instagram, et je me dis, tiens, est-ce que je me lancerai pas un défi d'écrire un chapitre par jour d'une histoire que j'invente au fur et à mesure. Et c'est devenu un tout petit roman qu'on a ensuite mis en vente à petit prix en version e-book pour que les bénéfices soient reversés à la Fondation des femmes. Donc, Villa Gloria est sorti, et l'avenir maintenant, vous êtes déjà remis au prochain roman ? Je pense déjà au prochain roman. J'ai commencé à y penser à la fin de l'écriture de Villa Gloria parce que j'ai très vite besoin de me projeter ailleurs.
Pour l'instant, j'ai une belle tournée de dédicaces, donc j'accompagne ces personnages-là jusqu'à mi-juin et ensuite je remettrai au travail. Oui, parce que dans les salons, vous affichez complet. Il y a des files immenses de gens qui vous suivent à l'année. Ouais, c'est incroyable. Écoutez, j'espère qu'ils se plongeront, et je suis certain qu'ils se plongeront dans Villa Gloria avec le même bonheur que les précédents. Merci. Et puis j'espère que cette heure que nous avons passée ensemble permettra à ces lectrices et lecteurs de mieux vous connaître, parce que vous êtes très discrète. Non, merci, c'est très gentil. En tout cas, de m'avoir invité, c'était un super moment. Et réciproquement, Villa Gloria, c'est chez Robert Laffont. Et puis continuez ainsi, parce qu'on a besoin de livres de ce genre. Merci Serena Giuliano. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.